Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le CFAD. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, que vous soyez professionnel, que vous soyez en projet de formation ou sur l'utilisation d'un drone dans le monde du loisir. Nous allons vous parler des nouveautés réglementaires liées à l'harmonisation européenne. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons donc Jérémy, formateur au sein du CFAD. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Donc Jérémy, si j'ai bien compris, pour cette nouvelle réglementation qui va s'appliquer au 1er janvier 2021, on a quelques bouleversements au niveau réglementaire, donc professionnel ou dans le monde du loisir. En tout cas, certaines choses vont changer, évoluer. Donc moi, je m'interroge en fait sur plusieurs thèmes, plusieurs sujets, plusieurs interrogations auxquelles je cherche des réponses. Voilà. Donc, y a-t-il déjà des modifications sur l'enregistrement? Voilà, aujourd'hui, je suis déclaré, enregistré en tant que professionnel. Est-ce qu'il y a une modification au niveau de mon enregistrement en tant que professionnel ou en tant qu'utilisateur de loisirs? J'ai entendu parler, pareil, de nouvelles classes, de nouvelles catégories. Est-ce que ça aussi, c'est des choses en fait qui vont être abordées pendant ce webinaire? J'entends des termes, alors catégorie ouverte, catégorie spécifique, j'entends de la transition, j'entends de l'harmonisation, j'entends système de sécurité supplémentaire. Enfin voilà, donc tout un nouveau monde, j'ai l'impression là, qui se présente à nous, sur lequel en fait on a tout à apprendre. Alors, est-ce que déjà tu peux nous éclairer sur tous ces sujets? Oui, alors on va faire un tour global et général déjà pour commencer. La première chose, c'est déjà de comprendre pourquoi cette réglementation arrive et dans quel contexte elle arrive, parce qu'effectivement, ça va faire quelques transformations, que ce soit pour les pilotes occasionnels ou pour les pilotes professionnels. Et la première chose, c'est qu'effectivement, la France, elle est pionnière dans la réglementation depuis 2012. On a fait évoluer la réglementation depuis toutes ces années. Donc en 2012, première chose qui démarre. Ensuite, 2016, nouvelle évolution de la réglementation. Globalement, c'est les gros traits. Puis 2018, l'Europe qui commence à s'insérer là-dedans, qui essaye d'harmoniser un peu tout ça, pour en fait en arriver aujourd'hui à cette harmonisation générale, parce qu'on se rend compte que les réglementations nationales en Europe de chaque pays sont complètement différentes et c'est assez compliqué pour un pilote aujourd'hui, qu'il soit français, d'aller voler dans un autre pays ou l'inverse, d'un autre pilote qui soit d'une autre nationalité pour qu'il vienne voler sur notre territoire. Donc l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est d'avoir quelque chose qui s'harmonise avec tout le monde. Et bien effectivement, il nous faut des dates et à un moment donné, il faut y passer. Et on y est. Donc la date transitoire aujourd'hui pour cette réglementation, c'est le 1er janvier 2021. Très bien. Où on a des premières choses qui vont apparaître. Donc, que ce soit pour les loisirs ou pour les pros, on a des petites variations. Alors, attention, ils ne vont pas tout transformer et tout chahuter du jour au lendemain. On se retrouve effectivement avec quelque chose de transitoire, et c'est bien ça qu'il faut faire, sur lequel il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on est sur une réglementation transitoire. Oui, parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas un bouleversement général entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, mais qu'effectivement, on a une période de transition qui va nous permettre, nous, en tant qu'exploitants, professionnels ou amateurs, de pouvoir avoir ce temps de transition pour s'adapter à cette nouvelle réglementation. C'est ça, voilà, c'est ça. Très bien. Donc, on va dire que le plus gros bouleversement va surtout être pour la partie loisirs. C'est-à-dire que là, vraiment, on a quelque chose qui change assez globalement. Pour ceux qui sont plus professionnels, ça va être un peu plus doux sur 2 ans exactement. Donc, comment ça se passe? Donc, jusqu'ici, aujourd'hui, les catégories de vol étaient considérées sur la finalité, ce qu'on appelle la finalité. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire du vol en loisir ou est-ce que je veux faire du vol en tant que professionnel? Il y avait aussi la partie expérimentation entre les deux, donc c'était des choses un peu particulières. Et donc, à partir du 31 décembre 2020, là, on va changer cette chose-là pour ne plus être en finalité, mais en fonction du risque. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'est-à-dire qu'on va estimer un risque de mission en fonction de la distance avec laquelle je suis avec les personnes, en fonction du poids de la machine, en fonction de plein de petits paramètres spécifiques de sécurité liés à la machine. Est-ce que la machine elle a des capteurs, ce genre de choses? On va le voir un peu plus loin. Et donc voilà, on regarde maintenant les missions en fonction des risques. Et on enlève cette catégorie loisirs professionnels.
À partir du 31 décembre 2020, donc déjà, depuis quelques temps, ça a commencé à apparaître, tous les utilisateurs de drones doivent être immatriculés auprès de ce qu'on appelle leur autorité nationale de l'État membre de résidence. D'accord. Pour faire plus simple, parce qu'effectivement, des fois, quand les phrases générales, elles sont un peu compliquées, donc pour faire plus simple, en gros, si le drone, c'est un petit jouet sans caméra, d'accord. Alors, on va dire des petites machines qui font moins de 250 grammes, qui ne sont pas forcément équipées de caméra, donc c'est vraiment une petite partie. Donc, tous les autres devront être enregistrés auprès de la DGAC. D'accord. C'est vraiment une grosse nouveauté par rapport à ça. Avant, on pouvait utiliser certains drones sans forcément être enregistré en tant qu'opérateur de drone. Maintenant, même pour la partie entre guillemets loisirs, on est enregistré sur la plateforme de la DGAC. Donc, pour ce faire, on passe par la plateforme Alpha Tango, qui est une plateforme dédiée de la DGAC, sur laquelle on va pouvoir s'enregistrer en tant qu'exploitant. Donc exploitant, hein, c'est simple. Avant, c'était un mot qui était réservé aux professionnels, pour lequel on avait des démarches administratives particulières. Aujourd'hui, le terme exploitant se généralise et devient ouvert aussi à tout ce qui est aéromodélisme et loisirs. Très bien. Donc à partir du moment où j'utilise un aéronef télépiloté sans personne à bord, tel que le décrit la réglementation, je deviens, quoi qu'il en soit, un exploitant au sens premier du terme. C'est ça. Alors, en plus spécifique, ils appellent ça maintenant, je suis un exploitant d'UAS. D'UAS. Alors, moi j'ai une question. Du coup, qu'est-ce qu'un UAS? Qu'est-ce qu'un UAS? C'est la nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on va utiliser ce mot beaucoup plus... communément. Communément, merci. Donc UAS, ça apparaît dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, c'est en fait un terme anglais, Unmanned Aircraft System. C'est un système d'aéronef sans pilote à bord, mais en fait ce petit acronyme UAS va prendre en compte aussi la personne au sol qui contrôle le vol et le système qui le connecte. Donc ça veut dire qu'un UAS, c'est le drone plus un pilote qui va avec. Donc c'est un système entier qui est enregistré. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir aujourd'hui des UAS complètement autonomes avec des machines qui peuvent décoller sans que personne le pilote. On aura toujours cette sécurité d'avoir un commandant de bord, même s'il est au sol. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui exploitant UAS, et il va falloir communément rentrer ce terme dans notre vocabulaire parce qu'on va l'utiliser de plus en plus. Drone ou UAS, ce sera la norme pour demain. Dans les nouveautés aussi qu'on peut voir apparaître, donc effectivement j'ai un peu occulté une petite chose, donc pour s'enregistrer en tant qu'exploitant, on utilise la plateforme Alpha Tango, et sur cette plateforme Alpha Tango, on reçoit un numéro d'enregistrement européen. Donc c'est très important de le comprendre ça, parce que ce numéro d'enregistrement européen doit apparaître sur votre drone. En fonction du poids de la machine, si elle est enregistrée ou non, on va aussi avoir un petit code à rentrer sur son drone, donc c'est très important de pouvoir le faire pour pouvoir être déclaré de cette manière-là. Dans les autres nouveautés qui vont apparaître aussi au 31 août 2020, ça va être un abaissement du plafond maximal. Donc jusqu'ici, on avait une limite fixée à 150 mètres. À partir du 1er janvier 2021, tout le monde sera bloqué à 120 mètres. Une harmonisation encore générale de cette globalisation européenne, on va dire. Bien évidemment, tout ça, ça ne prend pas les restrictions locales en compte, selon qui vont s'appliquer en plus des contraintes liées à la zone de vol. Dans des zones très spécifiques, réglementées, militaires, tout ça, bien évidemment, ça continue d'exister. C'est pas 120 mètres partout et où on veut. C'était simplement que le plafond maximum qu'on avait avant, qui était de 150, s'abaisse à 120 maximum maintenant. Hors spécificité. Autre petite nouveauté aussi, c'est que pour la réglementation européenne, du coup, quand on va pouvoir y accéder, en tout cas pour la catégorie qu'on appelle ouverte, on va pouvoir voler en France avec un âge minimal de 14 ans. C'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'on abaisse un peu cet âge-là, qui était avant de 16 ans. Donc maintenant, voilà, à partir de 14 ans, on peut utiliser les drones dans ce qu'on appelle la catégorie ouverte. Alors catégorie ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis loin de tout, je suis dégagé de tout zone peuplée, etc. C'est là que ça rentre en compte. D'accord. Et c'est là qu'on rentre exactement dans cette nouvelle réglementation. Okay. Donc, on était avant en loisir. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on était en loisir avant? Soit j'avais un drone qui n'était pas très gros, et puis j'utilisais mes cartes, je regardais où je pouvais à peu près voler, et je pouvais aller voler. Nouvelle de la réglementation européenne, nouveauté, du coup maintenant je m'enregistre en tant qu'exploitant et j'ai accès à une catégorie. D'accord. C'est ce qu'on appelle la catégorie ouverte. Oui, parce que j'entends parler, moi de plusieurs types
de 3 types de catégories. C'est ça. Ouvertes, spécifiques et certifiées. Donc voilà, on aimerait bien aussi avoir un peu plus d'informations sur ces catégories. Sur ces catégories, parce qu'effectivement, c'est celles-là qu'on va utiliser dès demain et qui vont être généralisées partout. On va parler de catégories ouvertes ou open et catégories spécifiques. Donc, on n'est plus sur vraiment du pro ou du loisir, même si ça reste un peu dans le thème quand même. Donc, on va les détailler un peu plus simple, mais pour expliquer la chose, la catégorie ouverte, qu'est-ce que c'est? En fait, selon la distance par rapport aux personnes, selon la zone d'utilisation, selon le poids de la machine qu'on va utiliser, effectivement leur conformité européenne, on va parler de classe de drone, je reviendrai après dessus, on va pouvoir rentrer dans certaines catégories. Très bien. Donc quand ça va être des drones de petit poids, quand ça va être des drones qui ont des petites conformités, quand on ne va pas dépasser un certain seuil, une certaine distance des personnes, on rentre par exemple dans la catégorie ouverte. Donc on va les détailler, on va regarder un peu comment ça se passe. Pour rapprocher un peu par rapport à l'année dernière, on va dire que la catégorie ouverte, c'est pour le loisir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient en loisir pourront accéder à la catégorie ouverte, sachant que dans la catégorie ouverte, on a des petites sous-catégories. D'accord, qui sont dictées par finalement une taille de drone. C'est ça. Et certainement une des zones réglementées de vol. Complètement. C'est exactement ça. Donc ça va être une distance par rapport aux personnes. Exactement. Et on va voir apparaître aussi ce système de classe. Donc c'est là que la réglementation se complique un petit peu. On va expliquer la chose simplement. Jusqu'à aujourd'hui, les drones, on pouvait les utiliser, ils étaient classés, on va dire, on pouvait les utiliser en fonction de leur poids. Et ça va encore rester un petit peu pendant cette transition. Mais en fait, ce qu'ils veulent faire apparaître, avec cette réglementation européenne, ça va être une normalisation des drones avec une norme, c'est-à-dire une classe. On appelle ça des normes CE. Une norme européenne, avec des drones qui auront des caractéristiques définies par l'Europe. Et donc, on va dire que dans la catégorie ouverte pour le loisir, si je veux voler dans la catégorie type, je ne sais pas moi, la A1, je vous donne un exemple pour l'instant, on va voir après à quoi ça correspond. Si je veux voler dans la catégorie A1, je dois utiliser un drone de classe C0 ou C1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon drone doit correspondre à cette norme-là. Le problème étant que pour l'instant sur le marché, les drones classés n'existent pas. Il y en a certains qui commencent à arriver tout doucement, on arrive à dire celui-là il va être classé ou pas, mais c'est ça cette transition vraiment importante. Donc quand on va parler de catégorie ouverte, on va dire la catégorie ouverte elle correspond à des sous-catégories avec des drones classés et on va pouvoir voler dans cette sous-catégorie avec ces drones-là. Mais comment je fais? Ils n'existent pas. Eh ben, ils ont été malins, ils nous ont dit en attendant, vous pouvez utiliser une sous-catégorie transitoire sur laquelle on va utiliser le poids. Et oui, la seule référence qu'on ait finalement pour pouvoir les identifier et plus ou moins les classer suivant le parc drone que chaque utilisateur exploitant possède aujourd'hui dans son activité. Complètement. Donc tant qu'on est dans la transition, on va pouvoir utiliser mon drone, alors ça va dépendre lequel j'ai, et choisir dans quelle catégorie je vais pouvoir voler. Sachant que certaines vont demander plus de formation que d'autres. Voire, selon la machine que je vais utiliser, être obligé d'être professionnel pour pouvoir les utiliser. Bien sûr. Alors, on va les détailler un peu. Donc, pour faire simple, déjà dans la catégorie ouverte, on va pouvoir utiliser des drones qui sont classés type C0, C1, C2, C3, C4. L'objectif de cette transition, c'est que en 2023, on soit passé que sur des drones classés. Très bien. Donc là, ça nous laisse finalement 2 ans. Globalement, 2 ans pour cette transition. C'est ça. Voilà. Alors, il y a des petites spécificités sur les 2 ans qui arrivent, mais l'objectif final, c'est que 2023, on ait fini la transition et qu'on applique la réglementation européenne conforme avec toutes les catégories, les catégories et les classes disponibles. Exactement. Sachant qu'on peut très bien imaginer que durant cette période-là, les nouveaux produits arrivant sur le marché vont commencer à être classifiés. On va dire et c'est l'objectif, tout à fait. Vont commencer à être classifiés. Et finalement, que ces fabricants, fournisseurs, nous donnent des classifications, alors peut-être par rapport au poids, mais les identifient pour cette mise en conformité réglementaire à l'échelle européenne. Exactement. C'est ça. C'est ça. Alors, la réglementation CE, elle est un peu particulière parce qu'il faut effectivement que ça atteigne des normes. Certaines machines qui sont déjà sur le marché vont peut-être demain... alors c'est pareil, je pense qu'il y a des gens qui se posent la question, qui se disent moi j'ai déjà un Phantom 4 ou un Phantom 3, est-ce qu'il sera CE demain?
Eh ben, pour l'instant, il y a peut-être on suppose qu'effectivement, certains constructeurs vont rappeler les machines pour les normaliser avec une norme CE et puis les rendre. Et sinon, celles qui ne sont pas encore sur le marché vont arriver tout doucement avec des normes CE. Ça va vraiment dépendre de certaines spécificités liées à cette norme européenne qui va demander ou dicter des choses. Est-ce que votre drone il va avoir des barrières virtuelles, une géovigilance? Alors c'est des mots qui sont un peu barbares peut-être, mais qui devront venir tout doucement dans votre vocabulaire. C'est-à-dire que c'est des systèmes de sécurité embarqués dans votre drone qui doivent absolument apparaître pour pouvoir les utiliser demain sur le territoire. Donc, catégorie ouverte, on va avoir des drones de classe C0, C1, C2, C3, C4. Pour la catégorie spécifique, on y viendra aussi tout à l'heure, on parlera de classe C5 et C6. Donc, si j'ai un drone qui n'a pas de mention de classe, comme je viens de le dire, le poids devient la référence, et j'applique la règle de la catégorie ouverte transitoire, en attendant. Comment ça se passe? Donc du coup, pour la catégorie ouverte, on va rentrer un peu dans les détails. Quels sont les prérequis pour pouvoir voler dans cette catégorie ouverte? Donc la première, c'est déjà d'avoir 14 ans en France, d'être à une hauteur maximale de 120 mètres, le vol doit rester en vue, je dois absolument toujours voir ma machine. On fait des vols de jour uniquement, donc là on se fixe sur la nuit aéronautique. On n'a pas de manuel d'activité spécifique à remplir, ce qui est le cas pour les professionnels. Une petite nouveauté, on a le droit de faire du vol en agglomération en espace privé. Donc ça, c'est accepté aujourd'hui. D'accord. On va pouvoir faire voler dans son jardin certaines petites machines, en respectant bien évidemment rappelant bien sûr, voilà, toutes les règles de sécurité, autour de ça. et bien évidemment se renseigner sur toutes les zones qui apparaissent par-dessus ces zones privées. Parce qu'effectivement, je suis en agglomération dans mon petit jardin, mais qui me dit que à 500 mètres ou à 250 mètres, il n'y a pas un aérodrome ou des hélicoptères ou ce genre de choses. Donc il faut quand même faire une veille et aller rechercher les informations pour pouvoir être sûr qu'on est vraiment dans une zone sans danger. On n'utilisera pas de drone plus lourd que 25 kg, et bien évidemment, on doit quand même respecter les conditions des sous-catégories concernées. Et une fois que j'ai validé tout ça, ok, là je peux voler en catégorie ouverte, sans problème. Donc cette catégorie ouverte, elle va se couper en 3. A1, A2, A3. Donc pour la réglementation européenne, quand elle va s'appliquer, on va utiliser des drones de classe C0 ou C1 à l'intérieur. Donc si j'ai un drone qui fait moins de 250 grammes ou moins de 900 grammes, donc moins de 250 grammes ce sera du C0, moins de 900 grammes ce sera du C1. Et je pourrais utiliser ces drones, alors voire même sympa, avec le C0 on va pouvoir même avoir du survol autorisé. C'est ce qui est peur. Alors c'est des tout petits drones qui font moins de 250 grammes. Alors je pense qu'ils ont décidé d'ouvrir ça pour le côté un peu familial, dans des endroits un peu reculés. Et donc du coup on va pouvoir faire des petits plans sympathiques. Ça n'empêche qu'ils recommandent quand même la formation pour la catégorie ouverte. Donc là on rentre un peu aussi dans ce concept de est-ce que je peux être formé ou pas pour pouvoir voler dans ces scénarios et ces catégories particulières. La C0 c'est la seule qui demande aucune formation. Donc là, avec un drone de moins de 250 grammes, je peux m'amuser rapidement à faire 2-3 choses. Ce pas des machines extrêmement dangereuses. À partir du moment où là, on attaque des machines de plus de 250 grammes, que ce soit des C1, en catégorie ouverte A1, on va voler près des personnes, près des personnes. Là, la formation Alpha Tango devient obligatoire. Alors ici, on parle de formation catégorie ouverte. C'est une nouvelle formation qui va débarquer chez Alpha Tango. Ils ont, début 2021, comme projet de transformer l'examen qui existe pour l'instant sur Internet. Jusqu'ici, on pouvait se former sur Internet par la plateforme Alpha Tango. Oui. Et donc cette nouvelle plateforme va être transformée par rapport à cette réglementation pour pouvoir être formé à la nouvelle réglementation européenne. Très bien. Donc là, on s'adresse finalement à un public de loisirs pour l'instant. Pour l'instant, tout à fait. Là, on reste pour l'instant sur le loisir. On va voir tout doucement où apparaissent la différenciation entre le loisir et les professionnels. Très bien. Donc comme pour l'instant, on n'a pas la formation catégorie ouverte, on attend qu'elle apparaisse sur Fox Alpha Tango. Quand on est, comme on l'attend, on va être obligé d'utiliser ce qu'ils appellent la catégorie ouverte transitoire. Donc c'est la même que la 1, mais transitoire. Donc là, on utilise le poids des drones. Donc si j'utilise un drone de moins de 250 grammes, formation catégorie ouverte recommandée. Si mon drone fait moins de 500 grammes, la formation Alpha Tango telle qu'elle est encore aujourd'hui reste applicable. Nouveauté.
On a la petite partie qui s'appelle la catégorie ouverte A2. Celle-là, on est sur des drones de classe C2 qui font moins de 4 kg. On est sur des machines déjà un peu plus grosses. Et là, on autorise des vols presque à 30 mètres des personnes, voire 5 mètres basse vitesse. Donc on se retrouve déjà avec des machines un peu plus lourdes et proches des gens. Et c'est là que, du coup, on nous demande une formation un peu plus poussée. Et là, le seul moyen de pouvoir le voler dans ce mode-là, c'est-à-dire à 30 mètres des personnes ou à 5 mètres en basse vitesse avec des grosses machines, c'est d'être professionnel. Déclaré en tant qu'exploitant. D'éclater en tant qu'exploitant professionnel cette fois. Parce Très très bien, oui. Maintenant, quand on parle d'exploitant, on est tous exploitants. C'est la petite subtilité de la nouveauté réglementaire européenne. Voilà. Donc, voilà. Pour cette A2, obligatoirement, certificat de pilote professionnel. En attendant que la DGAC rebondisse, et ils vont nous faire peut-être un système d'examen transitoire entre les deux, entre le pro et le loisir. Donc on se rend compte, encore une fois, qu'on va être encore en attente peut-être que le fond, en tout cas, a été posé. Complètement. Voilà, sur l'harmonisation et la transition. Et ensuite, de toute façon, on n'est pas à l'abri d'avoir des articles, en tout cas, ou des nouveautés réglementaires qui peuvent apparaître. Et c'est vraiment sur ce point qu'il est aussi important. Alors, en tant que centre de formation, bien sûr, c'est des indications qui vont être données au fil du temps par rapport au réglementaire qui va nous arriver. Mais en parallèle, il faut être conscient que chaque exploitant de drones est aussi dans l'obligation de suivre cette veille réglementaire et que eux en interne doivent aussi suivre en fait toutes ces évolutions. Pardon. Donc le CFAD donc, va pouvoir par l'intermédiaire de ces webinaires ou ces informations prévenir, donner des alertes, informer et renseigner bien sûr nos élèves actuels et nos futurs élèves. Mais en parallèle, tout ça ne dispense pas de toute façon que chaque exploitant, quel qu'il soit, doit tenir cette veille réglementaire et doit se tenir au courant de toutes ces nouveautés. Tout à fait d'accord. Pour la parenthèse, j'estime qu'aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à utiliser les drones sans forcément savoir qu'il y a une réglementation autour. Et que maintenant, on se rend compte avec cette transition européenne que quoi qu'il arrive, maintenant je veux utiliser un drone, je dois m'enregistrer déjà auprès de la DGAC, c'est pas n'importe qui quand même, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, même si je veux faire des images dans la forêt, parce qu'effectivement il y a un risque avec ces machines, que ce soit pour les personnes, que ce soit un tout, donc voilà, il faut faire attention, et il y a des sanctions, et peu de gens le savent. Donc ça peut aller à des petites sanctions réglementaires très rapides, mais ça peut aller très très loin, selon si je ne respecte pas cette réglementation. 75 000 €, 1 an de prison, c'est pas rien. Juste pour avoir utilisé un drone, peut-être sans se rendre compte qu'on était dans une zone interdite. Ou avec des non-conformités ou ce genre de choses. Donc vraiment faire attention avec ça, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit résumé rapide? Oui. Alors concrètement, donc moi, je suis un utilisateur loisir. Ouais. Voilà. J'ai un Mavic Air. Ouais. Voilà. Donc moins de 800 grammes, hein, c'est ça? Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ou pas faire? Voilà. Alors, donc catégorie ouverte, donc ça j'ai bien compris. Yes, c'est ça. Donc ça c'est ma catégorie. Et ensuite, quelles sont mes obligations? Alors, je vais être encore plus pragmatique. Hein. Quelle est la différence quelle différence peut-il y avoir si j'ai un Mavic Air ou un Mavic Mini par exemple? Donc si je suis dans cette catégorie inférieure à 800 grammes ou inférieure à 250 grammes. Pour l'instant, est-ce que votre drone est classé? Non. Donc du coup, pour l'instant, on est obligé d'utiliser la catégorie ouverte transitoire. Donc on va se fixer par rapport au poids. Très bien. Le poids, moins de 900 grammes. Donc là, je suis dans une catégorie type A1. Okay. C'est ce qui correspondrait. Alors, on est dans la A1 transitoire. Donc moins de 8, on a dit moins 800, pardon. C'est là la petite subtilité. Il faut faire attention. En tout cas, on est dans de la catégorie ouverte. Okay. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est A1, A2, A3? Ça va dépendre du poids. Le plus important, ça va être, est-ce que je dois l'enregistrer? Donc vous serez obligé de vous enregistrer en tant qu'exploitant, c'est sûr. Mais votre machine, elle fait moins de 800 grammes pour l'instant, pas besoin d'enregistrement. C'est ça la petite subtilité. Pareil pour le Mavic Mini. Par contre, le Mavic Mini, lui, rentre effectivement dans du A1. Transitoire, pas de problème, moins de 250 grammes. Mais par contre, pour pouvoir faire voler mon drone type Mavic Air, j'ai quand même besoin de passer ma formation Alpha Tango sur le site. Très bien. Bon. Très bien. On n'a pas parlé de la catégorie A3, qui est la deuxième qu'on peut utiliser dans catégorie ouverte.
avec une formation type loisir Alpha Tango. C'est ça la spécificité en fait, c'est que la A2, on doit être pro, et pour la A1, A3, en tant que loisir, je peux voler dedans. Donc la catégorie A3, elle est réservée pour les drones qui font moins de 4 kg, qu'on va classer en C2 voire C3, et les moins de 25 kg, on est sur des gros drones, on va noter du C4, ou pour ceux qu'on va fabriquer nous-mêmes. Il y en a certains, je le sais très bien, qui fabriquent leurs machines eux aussi. Donc là, par contre, on va être obligé de voler loin des personnes. C'est logique, on est sur des grosses machines ou des machines un peu particulières, et loin de ce qu'on appelle des zones vivantes, donc zones commerciales, urbanisées, industrielles ou récréatives. Donc là, on se retrouve vraiment à loin de tout ça, et on va pouvoir faire voler nos machines comme bon nous semble. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir faire voler un drone donc de moins de 25 kg dans ces conditions-là, il me faudra ma formation Alpha Tango. Alors, pour faire un petit résumé, donc catégorie ouverte limitée dès le 31 décembre 2020, donc 1er janvier 2021, je passe en catégorie ouverte limitée et je peux utiliser les A1 et A3 avec une formation Alpha Tango. Si je ne rentre pas dans ces conditions-là, je suis obligé de me faire former professionnellement. Très bien. C'est là qu'apparaît du coup, pour toutes les catégories, transitoires, quelles qu'elles soient. Donc A1 transitoire, A2 transitoire, A3 transitoire. On a des choses particulières. Notamment, avoir lu un manuel d'utilisation, ce qui est un peu logique. Hein. On vous demande au minimum de savoir comment fonctionne votre machine. Le signalement électronique, c'est une réglementation nationale, française. Et donc ce signalement électronique qui était déjà mis en place avant continue de s'appliquer. Donc si votre drone il fait plus de 800 grammes, vous êtes encore obligé de lui rajouter ce signalement électronique. Pour l'instant, l'identification à distance et la géovigilance européenne ne sont pas obligatoires, sauf si la zone l'exige pour les catégories A2 et A3. C'est des petites spécificités à faire attention. On passe donc à la catégorie spécifique, où là, on voit vraiment la différence. Donc, catégorie ouverte, transitoire pour les loisirs, et pour les pros, comment ça va se passer? Eh bien, pour les pros, on passe dans une catégorie qu'on appelle la catégorie spécifique. Donc là, pour pouvoir y accéder, il faut avoir 16 ans en France. La hauteur max, pareil, ce sera 120 mètres. Alors, ce qu'on appelle hors SORA, c'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui un système pour pouvoir faire des déclarations particulières de sécurité. On avait un scénario professionnel qui était le S4 qui va disparaître au 31. Et en fait, on va passer dans un nouveau système où on va faire une déclaration de sécurité, avec une sorte de protocole dossier qu'on appelle SORA. Et donc du coup, avec ça, on va pouvoir peut-être passer certaines normes particulières, des hauteurs de vol, des vols de nuit, ce genre de choses, des vols très spécifiques en tout cas. On pourra faire du vol en vue ou hors vue. Donc du coup, le vol hors vue passe dans cette catégorie spécifique. On avait aussi donc, le MAP jusqu'à aujourd'hui, qui était notre manuel d'activité particulière. Beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce que devient mon MAP. Oui. Alors, il va être transformé. Tout doucement, effectivement, on a la transition qui va nous permettre de le faire en douceur, mais le MAP va devenir ce qu'on appelle un MANEX. Donc le MANEX, c'est un manuel d'exploitation. Et donc, il va falloir, avant 2023, passer notre MAP en MANEX. On pourra toujours faire du vol en agglomération en espace privé, bien évidemment. Drone inférieur à 25 kg, toujours pareil. Et bien effectivement, respecter les conditions particulières des catégories spécifiques. Alors, quelles elles sont? On avait donc nos scénarios nationaux jusqu'ici. Donc, scénarios nationaux, on avait S1, S2, S3, S4. Donc, on va mettre le S4 de côté et on va rester sur nos scénarios nationaux S1, S2, S3. Au 31, comment ça se passe? Je me déclare en tant qu'exploitant du AS et j'ai quasiment plus rien à faire. Seulement, j'ai accès aux nouvelles catégories. Donc si je veux continuer à bosser en tant que professionnel, je continue pendant encore un an à déclarer mes scénarios nationaux standards. S1, S2, S3, comme je le faisais avant, sans rien changer. La seule différence, effectivement, ça va être mes 120 mètres. Donc pas de modification, donc là alors j'entends bien, hein, donc pas de modification au niveau des déclarations, donc jusqu'au 31 décembre 2021, sur la déclaration de mes vols, S1, S2, S3. Je continue de travailler de cette manière-là. Très bien. En fait, elle est là pour ça, cette transition. Cette souplesse, elle est quand même intéressante à comprendre. C'est ça, et puis à appréhender et à savoir. Tout à fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disaient, oulala, qu'est-ce que je dois faire réglementairement au 31? Finalement, en tant que professionnel, il n'y a pas grand-chose.
C'est surtout pour tous les loisirs finalement qui eux doivent plus se déclarer. Mais en tant que pro, l'intérêt du coup, ça va être donc de pouvoir continuer à travailler de cette manière-là pendant un an et se préparer au changement. Ce que l'Europe veut en fait, tout simplement, c'est que à partir de 2021, 31 décembre 2021, si on est déclaré en tant qu'exploitant professionnel nationaux avec nos scénarios standards, ils veulent que sur l'année qui arrive, on s'oblige à faire la transformation. Donc ils nous laissent un an pour continuer à travailler de cette manière-là. On peut déjà, si on veut, commencer à passer dans cette phase-là. Et je pense que c'est la démarche qu'il faut avoir rapidement pour, en tout cas, prendre les bonnes mesures et les bons réflexes par rapport aux déclarations. Tout à fait. Et puis même, on a besoin aussi, alors là je m'adresse un petit peu à tous ceux qui veulent, mais je pense que ces organismes réglementaires ont besoin aussi de retour d'informations par rapport à cette modification, voir où ça peut pêcher, voir les contraintes de terrain qu'on peut avoir au quotidien. Donc il est très important finalement de ne pas forcément vivre que sur les acquis d'aujourd'hui et continuer à déclarer ses vols comme on le fait aujourd'hui, mais effectivement commencer tout doucement à faire une transition qui va être de toute façon inévitable fin 2021, et puis remonter un maximum d'informations, en tout cas auprès des organismes compétents, pour justement peut-être améliorer certains points ou certains critères qui ne seront pas forcément en phase avec une exploitation courante de l'utilisation des drones en termes professionnels ou loisirs. Donc très très important, je pense, d'attaquer rapidement cette transition et de pouvoir en fait faire un maximum de remontée d'informations. Donc la vraie chose, c'est que pendant un an, on continue d'appliquer nos scénarios tels qu'ils existent. Et à partir de 2021, par contre, si on n'a pas été déclaré en tant qu'exploitant pro après cette date, à cette date-là, elle est butoir par contre. C'est-à-dire qu'à partir de 2022, toutes les personnes qui seront enregistrées à partir de 2022 passeront directement en Europe. Très bien. Alors, en réglementation européenne. Petite parenthèse, demain, je viens me former au CFAD. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, alors, on a bien compris qu'on aura de toute façon ces informations qui vont être données par rapport à cette transition. Mais par contre, moi, ce qui va m'intéresser finalement, c'est de comprendre cette nouvelle réglementation, comment je vais déclarer mes prochains vols, voilà, sur quel site je vais devoir m'enregistrer, etc. Alors nous, pour le CFAD, ce qui va changer, ça va être surtout l'approche de cette réglementation européenne. Donc on va continuer à former nos apprenants toujours de la même manière, vu qu'ils vont pouvoir de toute façon être actifs avec ces scénarios standards pendant encore un an. Donc pour eux, ça ne va pas changer énormément de choses. Ils vont peut-être se poser des questions sur « Oh mon Dieu, le nouvel examen ». On nous dit qu'il y a le changement d'examen, est-ce qu'il va être vraiment énorme? Pour l'instant, les changements de l'examen, ça va être les spécificités qui arrivent au 31 décembre, donc notamment les plafonds et les questions par rapport au scénario S4. Donc nous, on va continuer de former en étant bien évidemment en suivi réglementaire par rapport au changement, mais globalement, la formation ne change pas. Très important. C'est super important de comprendre qu'effectivement, on peut continuer à venir se former de manière professionnelle de la même manière. Cette réglementation continue à être de toute façon obligatoire, que ce soit la partie théorique et la partie pratique. Des nouveaux, on va dire, lignes réglementaires donc vont compléter finalement les cursus qui sont déjà en cours et qui sont toujours entre guillemets valables et réglementaires par rapport à la dispense de ces formations, pour que justement on accompagne déjà ces élèves entrants sur cette transition qui va être beaucoup plus douce finalement pour eux, parce qu'ils vont partir finalement de zéro dans la dans leur éducation sur le monde du drone. Par contre, effectivement, peut-être que pour les exploitants, il va y avoir ceux qui sont déjà déclarés depuis 3, 4, 5 années ou plus. Pour eux, peut-être que cette transition va être un petit peu plus, un peu plus dure, mais il va falloir vraiment se pencher sur ce côté réglementaire qui, de toute façon, est là. Le monde de l'aéronautique, de toute façon, le demande et l'exige. Quand on voit le terme MANEX qui apparaît, le terme MANEX, on voit bien que c'est un terme qui est vraiment propre au monde de l'aéro. Donc il était de toute façon presque, je dirais presque inévitable finalement que ce monde du drone bascule
sur des réglementations plus proches du monde aéro au sens noble du terme. Oui, ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire que pendant un an, je peux continuer à être formé d'une manière normale, mais on ajoute à ça des outils qui vont permettre à tous ceux qui viennent chez nous de pouvoir aborder cette réglementation, et on leur donne tous les accès bien évidemment pour qu'ils puissent avancer sur cette réglementation et cette transformation. Oui, et puis un point important, c'est que cette harmonisation européenne, demain, cet exploitant qui aujourd'hui était peut-être limité sur son territoire, va pouvoir passer effectivement la frontière sans avoir plus de difficultés que ça du point de vue de la réglementation. Donc ça, ce point-là, il est voilà. Alors pour nous qui sommes frontaliers, c'est clair que c'est une très bonne nouvelle, mais c'est vrai que cette simplification à ce niveau-là vraiment porte tout son sens, quoi. Tout à fait. Donc il faut qu'on l'explique un petit peu du coup comment ça va se passer, même si on a déjà fait un peu le point effectivement en expliquant qu'en 2022, mais qu'est-ce qui arrive en 2022? Parce que là, moi je viens de vous dire, effectivement, on a les S1, S2, S3 encore pendant un an. C'est ça, la transition est là, mais au 1er janvier, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça. Donc 1er janvier là, pour l'instant, rien de particulier. On attend les directives pour cette transition. Par contre, à partir de 2022, oui, là on va arriver sur cette réglementation européenne. Mais qu'est-ce qu'elle nous impose, cette réglementation européenne? En fait, en gros, on va transformer nos scénarios. Donc les S1, S2, S3 vont devoir apparaître dans la catégorie ouverte ou spécifique en fonction du risque de chaque scénario. C'est ça la petite subtilité. Donc par exemple, pour faire simple, le scénario S1 qui est pour nous un scénario simple en tant que professionnel, on va considérer qu'il y a une partie pour les scénarios où il y a, on va dire, qui ressemble à de l'activité au loisir. Aujourd'hui, on a des zones très spécifiques en France où on peut très bien décoller le drone et il n'y a aucun risque. Celle-là, nous, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des scénarios S1 en tant que professionnel. On peut prendre la machine et décoller et faire notre mission parce qu'on n'est pas du tout dans une zone d'aérodrome, une zone réglementée, militaire, ce qu'on veut, on peut décoller. Et du coup, nous, on va rentrer dans la catégorie ouverte. On va pouvoir avoir une partie professionnelle qui passe dans la catégorie ouverte. On a une autre partie où on est pareil dans du scénario S1, mais avec protocole. Donc là, c'est une zone où, par exemple, je dois faire une demande d'accord particulier avec un aérodrome, une demande pour travailler dans une zone réglementée, et cette partie-là, ce sera un vol dans une catégorie spécifique. Et donc, dans cette catégorie spécifique, on a deux parties particulières qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle le STS 01, un scénario 01, et le scénario 02. Donc le scénario 01, lui, il va comprendre tous nos vols S1 compliqués, on va dire, avec des marches, et notre S3 d'aujourd'hui. Donc le STS1, ça correspond donc du coup à un vol en vue à l'intérieur d'une surface contrôlée ou en zone peuplée, au choix. Voilà. Pour voler dans cette catégorie STS 01, on devra utiliser des drones de type C5, qui ont du coup un appareillage particulier et donc une norme européenne particulière. Et donc tout ça, ça va se débrider à partir de 2022. Donc pour 2022, il faut commencer à se préparer, à se dire, ok, en 2022, il faut qu'en 2023, je sois européen. Donc j'ai 2022-2023 pour me dire, il faut que je me transforme. Donc je dois transformer mon map en Manex, je dois transformer mon drone en drone classé, et je dois transformer tous mes scénarios en scénarios européens. Et on nous laisse 2022 et 2023 pour le faire. Mais vous avez 2021 à 2022 pour commencer à vous poser la question et à vous préparer. Donc c'est quand même intéressant. Ils ont quand même fait ça d'une manière assez générale pour nous laisser le temps qu'il fallait. Pour les vols hors vue, parce que là on parle forcément de vols en vue. Donc tout ce qui est vol en vue, ça va passer donc catégorie ouverte ou STS 01. Pour les vols hors vue, ce qui était notre S2 avant, on va pouvoir passer donc dans du STS 02. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des vols hors vue à l'intérieur d'une surface contrôlée à une distance inférieure à 1 km du télépilote. Alors, petite nouveauté aussi, on va pouvoir augmenter cette distance à 2 km si on a un observateur en plus. On regardera un peu plus en détail plus tard ces détails. Voilà, là, j'essaie de faire un tour global de la réglementation, mais on ne va pas rentrer dans les petites spécificités. Déjà, on essaie de comprendre comment ça se passe. Et notre S4 se transforme avec des autorisations particulières qu'on appelle SORA. Donc là, on va faire des dossiers spécifiques de sécurité supplémentaires. Mais voilà, ça, c'est ce qu'on nous demande à partir de 2022.
Donc à partir de 2022, si je suis déclaré en tant qu'exploitant avant cette date, de 2022 à 2023, je vais devoir faire la transition sur mon scénario. Et à partir de 2022, si je m'enregistre en tant qu'exploitant, là, je passe directement en Europe. Et on arrive 2023, tout le monde est conforme européen. Et voilà. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des... Alors je pose la question sans forcément qu'on ait la réponse, mais des contrôles. C'est-à-dire comment... est-ce que la DGAC, voilà, d'un point de vue alors peut-être national ou un peu plus large, est-ce qu'on a des contrôles qui peuvent être mis en place sur l'application de ces nouveaux textes ou l'utilisation de nos drones? Est-ce que alors, demain, la police nationale, la gendarmerie ou les autres organismes de contrôle vont nous contrôler, de toute façon vont continuer à le faire, sur ces nouveaux textes, voilà, et nous accompagner aussi peut-être dans cette transition réglementaire également, je pense. La DGAC, de toute façon, a déjà été claire sur ça en début d'année dernière, en nous disant clairement que les contrôles augmentaient. Oui. Donc on a vraiment eu un démarrage de contrôle supplémentaire, que ce soit pour les exploitants ou le loisir, pour tous les exploitants maintenant aujourd'hui, mais du coup effectivement un système de contrôle un peu plus poussé, et en tout cas ils ont dit qu'ils allaient pousser la chose dès le début de l'année dernière. Et il faut savoir aussi que de plus en plus comment dire, l'autorité, quand je parle d'autorité, c'est généralement toute la police et la DGAC, etc., sont équipés aujourd'hui pour pouvoir détecter les drones. Ça, faut pas l'oublier, le signalement électronique, il n'est pas juste là pour envoyer un signal dans le vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une gendarmerie et une police nationale, même une police équipée, capable aujourd'hui de détecter des drones. En tout cas, c'est une vraie démarche de leur part, en tout cas, d'avoir un meilleur contrôle sur ce côté contrôle et vérification qu'effectivement nos exploitants, encore une fois au sens large du terme, mais soient bien en conformité de la réglementation et des nouveaux textes, en tout cas, qui arrivent. Alors, est-ce qu'on peut avoir un résumé, en fait, de ça? Oui, ok. Pour faire quelque chose de simple et rapide. Rapidement. Donc, je suis, en gros, déjà télépilote déclaré, et je ne suis pas télépilote. Alors, en gros, quelles sont les grosses différences pour chacune de ces deux typologies de... Donc, je ne suis pas télépilote. Je ne suis pas... Ok. Je ne suis pas télépilote. Ok, demain, je dois m'enregistrer en tant qu'exploitant. Voilà, c'est une obligation. La formation Alpha Tango, elle reste valide selon la sous-catégorie que je vais utiliser, en attendant les nouveaux examens de la DGAC qui vont apparaître. Je reste dans l'obligation de suivre une formation pour pouvoir exploiter mes images. Et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement, à partir du moment où je suis en catégorie ouverte, ouais, super, je vais pouvoir utiliser mes images dans tous ces sens-là. Attention, petite subtilité, en fait, on a toujours un article, c'est le D133-10 du Code de l'aviation civile, qui continue d'être applicable et qui donc fait partie de l'arrêté du 27 juillet 2005. Il n'y a pas de changement là-dessus pour le moment et on va voir comment ça va se passer avec la transition. Mais en tout cas, tout ça, ça explique que toute prise de vue aérienne doit être déclarée. Sauf si la capture est effectuée de manière occasionnelle et pour le loisir au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vue. Du moment que l'objet devient la prise de vue, du coup, il faut la déclarer avec un document qui est la déclaration d'activité photographique. Et ce document d'activité et de déclaration d'activité photographique demande, pour pouvoir être rempli, un numéro de série et un numéro de télépilote. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, encore demain, pour la nouvelle réglementation, on va voir comment ça évolue d'une manière générale, parce qu'effectivement, l'objectif, c'était aussi de pouvoir un peu libérer cette partie un peu loisir pour pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir faire des choses. Mais du coup, on a toujours ça qui s'applique et qui nous dit que, encore aujourd'hui, si je veux pouvoir utiliser mes images et les exploiter, je dois être professionnel déclaré. Donc faire attention. Et à partir du 31, donc du coup, si je respecte les conditions de la catégorie ouverte, si j'ai un drone classé, tout va bien. Et si j'ai pas de drone classé, je vais pouvoir utiliser ma catégorie ouverte, transitoire, et voler comme elle est demandée et spécifiée. Et à l'opposé, donc je suis pilote pro. Je dois faire une veille réglementaire sur l'année qui arrive, sur les tests qui seront applicables à la fin de l'année. Donc c'est très important. En tout cas, voilà, il faut insister sur ce point-là. Tout à fait. Je pense que ça va évoluer vite.
parce que finalement 2 ans, ça me paraît court. Hein. Tout à fait. Je pense que ça va évoluer vite, donc de toute façon, il faut que vraiment chaque exploitant se responsabilise par rapport à ça et à cette veille et suive vraiment de façon plus pointue cette... Et je suis le premier à dire que faire une veille réglementaire sur des textes, des arrêtés, etc., c'est vite compliqué. On s'embrouille rapidement, où est-ce qu'on trouve notre information, etc. Exactement. Et c'est là que on apparaît un peu aussi finalement, et qu'on est là pour rebondir et dire venez nous voir, on est là, c'est notre boulot et on essaye de vous... Tout l'intérêt de passer par des organismes professionnels tels que le CFAD en tout cas, pour avoir cette veille réglementaire que nous, on s'impose au quotidien, pour pouvoir être à jour, bien sûr, sur tous les modules de formation. On va énormément vous accompagner sur ces points qui sont très particuliers et essentiels pour cette activité. Mais par contre, encore une fois, suivez bien ces textes-là. N'hésitez pas, pareil, à revenir vers nous et à vous poser et à nous poser vos questions pour qu'on puisse aussi y répondre. Et si jamais on n'a pas ces réponses, on est en contact aussi avec la DGAC pour pouvoir éclaircir certains points qui sont peut-être plus particuliers en fonction de certaines activités ou d'utilisation de drones un petit peu plus spécifiques. Hein. On peut penser à l'agriculture, on peut penser au monde du technique, où on est aussi dans des gabarits de drones qui sont très différents de ce qu'on peut voir aussi au quotidien. Donc voilà, le CFAD va continuer à vous accompagner sur ça, ces textes-là. Nos webinaires, de toute façon, sur 2021, on continuera à en faire dès qu'on aura des informations majeures, en tout cas, qui vont apparaître, évidemment, pour nos élèves actuels et ceux qui cherchent de toute façon à se former dans ce métier-là. On vous tiendra aussi informés. Et puis, n'hésitez pas non plus à déposer des messages sur les sites internet, les formulaires de contact sur les sites, sur le site du CFAD, ou bien, on est aussi, contactez-nous, on saura aussi vous renseigner de façon plus pointue et plus précise. Donc ça, c'est la veille réglementaire du télépilote qu'on doit faire obligatoirement pour l'année qui arrive. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre en tant que pilote du coup pro en début d'année? On l'a dit tout à l'heure, hein, on s'enregistre en tant qu'exploitant d'UAS sur Alpha Tango, obligatoire. On appose son numéro d'enregistrement d'exploitant UAS sur son drone aussi. De toute façon, ce sera un des points de contrôle, je pense, au niveau terrain des autorités. C'est-à-dire vérifier effectivement que chaque machine soit bien identifiée. Sachant que quand on rentre son numéro d'UAS dans le site Alpha Tango, on reçoit un petit code supplémentaire qui doit être rentré aussi dans l'identification à distance, qui fait que effectivement on est signalé sur une certaine distance autour du drone. Donc si votre gendarme il a le petit boîtier spécifique et qu'il ne voit pas apparaître le numéro d'identification européen, il va déjà savoir que vous n'êtes pas enregistré correctement. Oui, il y a une corrélation entre le drone déclaré en ligne finalement, hein, c'est ça, sur les plateformes, et en plus bien sûr qu'on puisse retrouver le même drone sur le terrain. Ce qui paraît logique. Tout ça. On se limite du coup à 120 mètres à partir du 31 là, et puis on continue d'utiliser nos scénarios standards et les mêmes déclarations. Donc rien ne change, déclaration préfectorale, déclaration au ministère des Armées, tout ça, ça continue d'exister quand même à partir de l'année prochaine. Donc les seules spécificités particulières, ce seront donc les S1 catégorie ouverte, tout simple, et les autres qui vont passer en spécifique, mais tout ça, ça va arriver doucement. Donc vous inquiétez pas, pas de changement majeur au 31 pour les professionnels. Et de toute façon, vous avez 1 an pour vous mettre, même 2 ans on va dire, pour ceux qui sont déclarés encore pour l'année qui arrive, là, le temps de faire cette transition. Donc finalement, plus de peur que de mal. Oui, c'est ça, c'est ça. On a pu entendre beaucoup de choses durant toute l'année sur ce changement par rapport à cette réglementation, mais finalement voilà, là on arrive quand même avec des choses qui sont quand même bien écrites, on arrive avec une réglementation qui est quand même bien posée, et puis à nous en tout cas de s'informer de tout ça, et puis de se maintenir à jour par rapport à cette réglementation. Le plus dur, ça va être de se rentrer les catégories. Oui, c'est ça. Les A1, A2, A3 et les classes de drones. Mais bien évidemment, les drones, ils seront tous normés. Donc on aura notre logo dessus, ça va arriver. Donc on aura les C1, les C2, les C3. Et puis, puis une fois que ces démarches seront déjà entamées, qu'on connaîtra son parc de drones
avec ces, comment dire, ces catégories, on va déjà pouvoir plus ou moins filtrer ces applications. Donc, pour information, on a donc un chat en direct, donc n'hésitez pas à déposer vos questions pour qu'on puisse y répondre. En attendant, voilà, toute l'équipe du CFAD vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Donc cette équipe composée, voilà, je pense à Guillaume, je pense à Mélissa, je pense bien sûr à Émilie qui s'occupe de toute cette partie administrative, à Jérémy donc ici présent qui lui donc en charge vraiment des formations, hein, que ce soit sur le côté théorique comme sur le côté pratique, hein, et puis à tous nos formateurs aussi qui ont pu intervenir en externe si vous voulez pour apporter donc leurs compétences professionnelles au sein de nos formations. Donc je regarde juste si on a des questions qui ont été déposées, pas pour le moment. En attendant, moi je peux parler aussi d'une petite chose, c'est qu'effectivement toute l'année qui vient d'arriver, on a eu des élèves qui sont passés par le centre de formation, et du coup nous on a décidé que en janvier on allait leur proposer une mise à jour, une veille, pareil, un webinaire supplémentaire, mais effectivement pour les personnes qui étaient déjà là et qu'on va imposer pour l'année prochaine aussi à tous ceux qui vont débarquer. Mais en tout cas, voilà, des outils pour pouvoir s'imprimer de cette réglementation européenne, mais plus en détail. Effectivement, aujourd'hui, on a essayé de voir globalement comment ça allait se passer. Là, on va rentrer dans les spécificités réglementaires pour que tout le monde puisse être mis à jour. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, en tout cas, ou qui étaient avec nous l'année dernière, on vous proposera un webinaire particulier. Vous serez mis au courant et informé par rapport à ce rendez-vous-là. Très bien, donc on voit tout le suivi sérieux qu'il y a autour. On lâche pas nos mais bien sûr, mais c'est très important. On continue de travailler avec eux, important. On vous remercie vraiment pour avoir suivi ce webinaire. Voilà, donc toute l'équipe, je pense, se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, voilà, on vous dit en tout cas à l'année prochaine. Profitez bien et en tout cas, continuez d'avoir des projets, continuez d'imaginer vos activités de demain. Et puis, revenez vers nous. Ce sera toujours avec plaisir qu'on vous accueillera au sein du CFAD pour vous donner en tout cas le maximum de nos connaissances et compétences pour voilà, vos projets d'avenir. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Merci à tous, hein, joyeux Noël, bonne fête, et puis on se retrouve juste après les fêtes, hein. Nous le CFAD on continue, on avance sur une nouvelle année qui va être super sympa, donc voilà. Bonne fête à tous et à bientôt.